Bonjour et bienvenue dans Avant l'heure, le podcast qui donne la voix à la prématurité. Nos bébés sont arrivés avant le terme, avant qu'on ne soit prêt. Ils nous ont fait grandir avant l'heure, devenir parents avant l'heure, affronter l'inimaginable avant l'heure. Ici, on raconte, on partage et on écoute. Je m'appelle Eunice et je suis la maman d'un champion né avant l'heure et voici l'épisode du jour. Ce qui suit est une histoire sincère et vraie. Celle d'une personne qui a accepté de briser le silence pour partager ses mots, son vécu, sa réalité. Je vous invite à prendre quelques instants pour l'accueillir avec bienveillance et l'écouter avec le cœur. Aujourd'hui, une personne qui a souhaité rester anonyme a accepté de nous confier son histoire. Tout a commencé le 4 août 2024. J'étais partie à une consultation avec ma sage-femme. Elle a constaté que ma tension était un peu élevée. Je venais de recevoir une mauvaise nouvelle dans ma famille, donc je n'étais pas particulièrement inquiète. Je pensais que c'était dû au stress. Elle, en revanche, était très inquiète. Elle m'a fait écouter le cœur de mon bébé, ce qui m'a apaisée. Du moins, je le pensais. Lors de la seconde prise de tension, elle était toujours aussi élevée, 17. Et elle ne redescendait pas. Je n'étais toujours pas inquiète, mais elle l'était de plus en plus. Elle m'a alors proposé de rentrer chez moi, de me changer, de manger, d'attendre mon mari, puis d'aller aux urgences. Je ne voulais pas vraiment y aller. Je me sentais juste fatiguée. J'avais envie de rentrer dormir. Elle l'a compris. Mais elle a appelé les urgences pour les prévenir de mon arrivée. Je n'avais donc plus vraiment le choix. Je suis rentrée chez moi, j'ai attendu mon conjoint, je me suis douchée, j'ai mangé un peu, en me disant que l'attente aux urgences serait longue, comme d'habitude, et qu'ensuite je rentrerais me reposer. Mais non, c'était le début du cauchemar. À mon arrivée aux urgences, la sage-femme m'attendait déjà. J'ai été prise en charge immédiatement. On m'a repris la tension, fait des examens, et tout s'est enchaîné très vite. On m'a dit « Madame, vous faites une prééclampsie sévère. Plusieurs personnes de notre équipe vont venir vous voir, la gynécologue, les anesthésistes, la pédiatre, etc. Dans tout ça, je n'ai retenu qu'une chose. Plusieurs personnes vont venir vous voir. Je faisais des exercices de respiration, persuadée que cela ferait baisser ma tension. Je demandais à mon conjoint si elle baissait. Il hochait la tête sans oser répondre. Les membres de l'équipe médicale se sont succédés. Chacun m'expliquait son rôle, mais j'étais dans le déni. Je pensais qu'ils allaient juste faire baisser ma tension et me laisser rentrer chez moi. Mais non, j'étais montée à 20 de tension. Et malgré le Trendat et le Loxène, il n'arrivait pas à la faire baisser. Puis la pédiatre est arrivée. Elle m'a expliqué qu'elle travaillait habituellement dans un hôpital de niveau 3, habituée à prendre en charge de très grands prématurés. Je lui ai répondu « C'est très bien, mais pourquoi vous me racontez ça ?» Et là, elle m'a dit qu'au vu de ma situation et du fait qu'ils n'arrivaient pas à me stabiliser, ils allaient devoir me faire accoucher dans les 24 à 48 heures pour sauver ma vie et celle de mon bébé. À ce moment-là, je suis sortie de ma bulle. Mon conjoint, lui, voyait défiler l'équipe médicale depuis un moment. Plus tard, il m'a dit que chaque personne qui entrait répétait que je faisais une prééclampsie sévère. Mais moi, je n'en ai aucun souvenir. Je me souviens seulement de leur fonction et de ce qu'ils venaient me faire. Une fois stabilisée, j'ai été transférée dans un hôpital de niveau 3. Là-bas, j'ai vécu une autre forme de déni. J'étais en salle de travail, branchée, sous surveillance constante. Pendant 3 jours, j'ai eu des prises de sang plusieurs fois par jour, des prises de tension en continu. J'étais persuadée que je n'allais pas accoucher. Pour moi, ce n'était rien de grave. Tout le monde s'emballait. Contre toute attente, mon état est resté stable grâce aux médicaments. On a pu arrêter les perfusions et passer aux comprimés. Les médecins ont accepté de me descendre en chambre. C'était notre première victoire. Mais en chambre, un nouveau combat a commencé. J'étais entourée de mamans à terme, impatientes d'accoucher. Alors que moi, tout ce que je voulais, c'était de ne pas accoucher. Elles allaient au cours de préparation, prenaient leur petit déjeuner. Moi, chaque matin, j'attendais les résultats de ma prise de sang pour savoir si j'allais au bloc ou non. Pendant 4 jours, chaque matin était une angoisse immense. L'angoisse d'accoucher à 24 semaines, de ne pas savoir si mon bébé survivrait. La frustration de ne pas pouvoir le protéger jusqu'au terme. Je restais forte, car je savais que si ma tension augmentait, on me ferait accoucher. Mon corps allait mal, mais mon bébé, lui, allait bien. Il bougeait énormément, rendant les échographies et les monitorings compliqués. Puis un jour, on m'a dit « Madame, pour une raison que nous n'expliquons pas, les échanges entre vous et votre bébé ne se font plus correctement. Il faut le faire naître pour éviter de mettre sa vie en danger ou de provoquer des lésions irréversibles. » Cette fois, je n'ai pas discuté. J'ai dit oui. Je suis allée me doucher pour monter au bloc. Ce matin-là, j'avais dit à mon conjoint de rentrer se reposer, persuadée que, comme les autres jours, je n'accoucherais pas. J'ai dû l'appeler en urgence. Je me suis excusée auprès de mon bébé de ne pas avoir pu le garder plus longtemps dans mon ventre. Je lui ai dit qu'on allait se voir bientôt et qu'il devait se battre. La césarienne a eu lieu. Mon petit guerrier est né à 24+6 SA. Il pesait 600 grammes pour 29 cm. Le papa n'a pas pu entrer. Tout était très médical. Mon bébé n'a pas pleuré. Je n'ai pas ressenti que j'avais accouché. On me l'a présenté brièvement. Je n'ai vu que ses petites fesses. Ils étaient pressés, ils ne respiraient pas bien.
À ce moment-là, ce n'est plus une question de moment mère-enfant, mais de vie ou de mort. Dans le bloc, on m'a dit « Votre bébé vous attend à l'extérieur ». Je ne réalisais pas encore que je n'étais plus enceinte, que j'étais devenue maman. Il était là, dans sa couveuse, 600 grammes, avec son papa. J'ai fondu en larmes. J'avais peur de le toucher, mais il était tellement beau. Un vrai bébé, juste minuscule. J'étais apaisée de le savoir en vie. Il est monté en réanimation néonatale avec son papa. Moi, je suis restée à attendre de pouvoir remarcher. Le soir même, malgré un HELP syndrome, j'ai insisté pour aller le voir. Il était dans sa couveuse, les mains sur le visage, comme s'il était encore dans mon ventre. La réanimation néonatale a été un véritable parcours de montagne russe et on nous l'avait pourtant dit. Au début, on pensait simplement attendre quelques mois, le temps que notre bébé grandisse, puis rentrer à la maison. Mais la réalité a été tout autre. Notre fils est né en septembre 2024 et nous ne sommes rentrés chez nous qu'en mai 2025. 8 mois d'hospitalisation, 8 mois à vivre au rythme des machines, des alarmes, des bilans sanguins et des décisions médicales. Les premières semaines, nous avons savouré chaque petite victoire. Le premier pipi, le premier caca, les premiers repas. Puis au bout de 7 jours de vie, il a développé une entérocolite du prématuré. Heureusement, après plusieurs semaines d'antibiotiques, l'infection a fini par se résorber. De mon côté, j'étais encore hospitalisée. Je pleurais tous les jours. Je jonglais entre mes propres soins et ceux de mon bébé. Je voulais être présente à chaque soin, car c'était les seuls moments où je pouvais le porter. Quand une infirmière changeait les draps de sa couveuse et me proposait de le prendre quelques minutes, c'était un immense bonheur. Ces instants étaient précieux, même s'ils étaient très courts. Je passais tellement de temps en réanimation que les sages-femmes de mon service appelaient parfois la réa pour me demander de revenir. Mais je n'en pouvais plus de cette machine qui prenait ma tension en permanence. De toute façon, elle était toujours trop élevée. Comment me calmer alors que mon bébé luttait pour sa vie? Les 4 premiers mois nous ont permis d'apprendre à connaître notre fils. Nous avons découvert le quotidien d'un grand prématuré. Les bradycardies, les désaturations, l'angoisse permanente. On nous disait souvent que plus le temps passait, mieux c'était. Malheureusement, pour nous, ça n'a pas été le cas. À 1 mois de vie, notre bébé a dû recevoir une cure de corticoïdes pour l'aider à respirer. Il a pu être désintubé, mais ses poumons étaient déjà très fragiles. Les pressions de ventilation nécessaires l'avaient abîmé. La cure a aidé quelques jours, puis il a de nouveau eu besoin de beaucoup d'oxygène. Tant qu'il dépendait d'une machine pour respirer, je ne pouvais pas imaginer un retour à la maison. Pendant des mois, j'ai vécu avec cette peur constante. On n'arrive plus à le ventiler, c'est la fin. Les médecins ne nous disaient jamais s'il allait s'en sortir. Et je comprends pourquoi. La prématurité est imprévisible. Quand il est devenu trop grand pour la néonatologie et qu'il n'arrivait toujours pas à respirer seul, nous avons été transférés en réanimation pédiatrique. L'objectif était de lui administrer des bolus de corticoïdes, des doses plus fortes, pour l'aider à se sevrer du respirateur. À ce moment-là, sur le plan digestif, tout allait plutôt bien. Il buvait ses biberons, même lentement. Il avait juste un début de reflux, rapidement pris en charge. Nous pensions faire 2 bolus, espacés d'1 mois, puis rentrer à la maison. Nous étions en janvier. Puis un jour, il a présenté ce que je pensais être une gastro. J'ai insisté pour repousser le bolus, car il avait tous les signes d'une infection. Vomissements, pic de température, CRP élevé. On m'a entendu, mais le lendemain, on m'a dit que la CRP avait baissé et que le bolus devait être fait malgré tout. Je sentais qu'un drame allait arriver. Après cette cure, mon fils a commencé à faire des selles de sang. Au début, personne ne s'alarmait car, cliniquement, il allait bien. Mais au bout de la 3e couche, j'ai refusé de le nourrir et exiger des examens. Je n'en pouvais plus des mots rassurants, j'avais besoin de faits. Les examens d'imagerie ont montré quelque chose d'anormal sans que personne ne puisse l'expliquer. Un chirurgien a été appelé. Il nous a dit qu'il fallait l'opérer sans savoir exactement ce qu'il allait trouver. L'opération a duré 7 heures. À minuit 54, le chirurgien nous a annoncé que notre fils avait 3 perforations, une occlusion et une invagination. Il a dû lui poser 2 stomies. Son pronostic vital était de nouveau engagé. Cette épreuve a été un immense choc. Le chirurgien nous a expliqué que l'association du bolus de corticoïdes et du rotavirus avait causé ces dégâts. C'est la seule personne qui a clairement nommé les choses. Dire que je n'en veux pas au médecin qui a pris cette décision serait mentir. Mais nous savons aussi qu'ils ont tous œuvré pendant des mois pour sauver la vie de notre fils. Après cela, nous savions que nous repartions pour plusieurs mois d'hospitalisation, dans l'attente d'une nouvelle opération pour retirer les stomies et vérifier si le côlon avait été cicatrisé. Peu à peu, notre fils a été sevré du respirateur. Les stomies faisaient désormais partie de notre quotidien. J'avais recréé une routine avec lui. Son papa avait repris le travail et je passais mes journées seule avec notre bébé à l'hôpital. C'était très difficile, d'autant plus que nous étions encore en réanimation. Autour de moi, je voyais d'autres parents perdre leur enfant. Même quand mon fils allait mieux, je n'arrivais plus à savourer les victoires. En avril, enfin, le côlon avait cicatrisé. Les stomies ont été retirées. Nous avons quitté la réanimation pour un service de pneumologie, beaucoup plus calme. Il a fallu reprendre l'alimentation,
après une longue mise à jeun. Les vomissements, les reflux, les difficultés se sont enchaînées. Nous n'avons jamais réussi à retirer la sonde. Mon fils a développé des troubles de l'oralité. Lorsque je partage ce témoignage, il a 16 mois. Nous sommes rentrés à la maison avec une sonde nasogastrique. L'oxygène a pu être arrêté rapidement, mais les troubles alimentaires persistent encore. Un frein de langue, diagnostiqué tardivement, n'a pas aidé. Nous continuons le combat. Malgré tout, je suis infiniment fière de lui, de tous les combats qu'il a menés. Je serai toujours là pour l'accompagner dans chacune de ses difficultés. Et je rends grâce chaque jour, car je sais la chance immense que j'ai, celle d'être rentrée chez moi avec mon bébé vivant à mes côtés. Merci de m'avoir lu. Merci à cette voix courageuse qui a choisi de rester anonyme, mais dont le témoignage n'en est pas moins précieux. On envoie de l'amour à son champion. Chaque histoire partagée ici contribue à briser le silence autour de la prématurité. Parce que sensibilité, c'est aussi protéger. Plus on en parle, plus on avance ensemble vers une meilleure compréhension de ce que vivent ces familles et ces tout-petits. Je ne suis pas médecin et ce podcast ne remplace en aucun cas un avis médical ou un suivi psychologique, mais il existe pour que nous nous sentions moins seuls. Si cet épisode vous a touché, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à le partager autour de vous. Parce que chaque partage, c'est une famille de plus qui se sent moins seule. Si vous souhaitez témoigner à votre tour, vous pouvez me faire parvenir votre témoignage sur contact.avantleure@gmail.com. On se retrouve très vite pour un nouveau témoignage. À bientôt.